merci Cham, merci aussi Monsieur le doyen. Bien sûr aussi tous les collègues professeurs, les étudiants d'être ce soir pour faire ce chemin, on va dire, sur la valeur. Hein. Bon, c'est une histoire ancienne, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup. Donc on va essayer d'avancer dans cette démarche qui concerne la valeur. Hein. Vous allez voir, on sera sur une méthode, on vous dit là, management par la valeur de vos projets. Je vais vous dire, même les projets personnels, on peut les regarder comme cela. Il n'y a pas que les projets qu'on a à faire dans le cadre professionnel. Les projets personnels, ça peut se voir comme ça. On vous dit c'est une méthode de travail collaboratif. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul dans son coin. Voilà. Ça peut concerner la conception pure. On va concevoir quelque chose, un produit à venir, c'est-à-dire un produit qui sera sur le marché peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ou plus. On en rediscutera un peu plus loin sur les exemples. Ou ça peut être une reconception. Dans l'automobile, on ne fait pas toujours des grandes conceptions, on fait beaucoup de reconceptions. Et puis, ce qu'on voit bien, c'est que ça concerne des produits, des processus, des organisations. Hein, donc voilà un peu, vaste débat. Vaste débat. Hein, donc, si je regarde un peu, bon, Hicham m'a présenté, donc on ne va pas rester trop longtemps. Moi, j'ai associé beaucoup le Lean Six Sigma Value Management, dont on va parler, analyse de la valeur, avec des travaux dans les services, beaucoup dans la santé, dans les industries. Bon, voilà, les industries, on a travaillé sur beaucoup de produits, on verra des exemples, des petits, des gros, voilà. Hein. Et puis, ça fait, on en parlait avec Jean Renaud, que vous avez peut-être vu en conférence il y a quelques temps, là. Donc, un engagement au niveau du conseil d'administration de l'Association française pour l'analyse de la valeur, ça doit faire quelque chose comme plus de 30 ans. Donc, c'est une grande histoire avec la FAB. Voilà, donc quelque chose d'assez agréable. On a vu passer plein de choses. C'est une association, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Voilà, en ce moment, on est dans une phase très ascendante. La présidente Marion est avec nous, elle ne peut pas. Voilà. Hein, donc, voilà, un peu le préambule. Alors, comment ça va se passer, cette présentation? Pour les concepts, on va prendre des cas. On va parler beaucoup de plusieurs cas. Pour parler CDCF, ça veut dire cahier de charges fonctionnel. Cahier des charges fonctionnelles. On verra que la notion de fonction, c'est au cœur du dispositif. On expliquera pourquoi. Hein. Et puis la caractérisation, c'est-à-dire comment on caractérise l'usage pour répondre aux besoins. C'est-à-dire que moi, j'ai un ordinateur, là, je demande des fonctions d'usage. Eh ben, il faut qu'il y ait un écran qu'on puisse lire, un clavier on puisse taper, voilà, une bonne connexion Wi-Fi, ça c'est de l'usage. Voilà, hein. Et puis la valeur, c'est un terme polysémique. Donc on verra, je vous proposerai trois dimensions de la valeur qui donnera le sens, l'usage et l'essence. On reviendra au diagramme de canaux, et je pense que ceux qui ont fait du marketing, on en discute avec Hicham ce début d'après-midi. Voilà, diagramme de canaux, il y en a pas utilisé. Très intéressant, puisqu'on parle de créer de la valeur. Tout le monde veut créer de la valeur, tout le monde n'en demande pas moins, mais ça veut dire quoi? On essaiera d'expliquer ce que ça veut dire créer de la valeur. On prendra un exemple produit. Le produit, vous verrez, il n'est pas inintéressant, puisqu'on parle d'un masque sourire. C'est un masque qui a été étudié avec une fenêtre transparente. Alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais là, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Et les exemples que je vous présente, vous verrez, ils sont à la fois, certains développés dans un milieu, je dirais, très industriel, bon, dans le cadre de prestations industrielles, et puis d'autres dans un milieu mixte entre l'université et l'industrie. Il y a les deux, il y a les deux types de cas. On enfoncera un peu le bouchon, pour dire comme ça, avec analyse de la valeur et conception pour un co-objectif. Vous verrez que c'est deux choses qui sont très, très complémentaires et on verra une synthèse des études de cas sur des produits, sur des organisations. Et enfin, voilà, on reverra les éléments clés, ce qu'est la FAV, et puis peut-être on lancera des pistes pour le management par la valeur au Maroc. Voilà. Hein, voilà. J'ai mis en dessous une petite phrase d'Einstein.
En théorie, il ne devrait pas y avoir de différence entre théorie et pratique, mais en pratique, il y en a. Hein, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on va faire de la théorie, mais quand vous ferez de la pratique, vous verrez qu'il y a de la différence. Hein, et ça, on le sait bien. C'est pour ça qu'on fait des travaux pratiques. Alors, le premier cas que je vais vous présenter, c'est une grosse climatisation. Voilà, c'est une entreprise qui fabrique ces climatisations. C'est une étude de cas que j'ai pilotée avec un ingénieur développement et toute une équipe dans l'entreprise. Hein. Le produit était fabriqué en Europe, vendu sur tout le Moyen-Orient, l'Europe, et il y avait le même produit en Amérique du Nord. Voilà. Le problème, c'est qu'au fil des années, c'est une clim, hein, une climatisation. Donc, c'est dans les sous-sols la plupart du temps. Voilà. Et les clients demandaient souvent une variante parce qu'il y avait une porte qui faisait telle largeur, il fallait démonter l'armoire électrique, ainsi. Il y avait plein de variantes. Et au fil des années, ce produit-là, qui était un produit phare, il y avait tellement de variantes que quand on demandait des pièces de rechange, c'était mission impossible. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La question, c'était comment reconcevoir et mettre au point un produit diffusé sur un marché mondial en prenant en compte les retours d'expérience. C'est-à-dire, on avait des retours d'expérience qui étaient quand même assez intéressants. On avait des personnes qui assuraient la maintenance, qui nous ont dit, voilà, c'est très difficile de faire la maintenance, il nous faut plein d'outils, on voudrait quelque chose de plus simple. Donc, c'était vraiment, comment on peut faire ça? Voilà. Ça, c'était comment intégrer au plus tôt les choses. Et c'est le slide suivant, c'est se dire, quand on fait une étude, c'est au début qu'il faut faire les choses, c'est pas plus tard. Voilà. Hein? Vous connaissez peut-être pour certains ces courbes-là. Si on va de l'analyse du besoin à la vente, voilà. On a deux choses, c'est les dépenses qu'on engage réellement dans le projet, la courbe la plus en bas, voilà. Hein. Et puis ensuite, quand j'engage de l'argent avec un premier groupe, on va dire, voilà, ce sera vert, ce sera en aluminium, ou ce sera en carbone, ou ce sera en ci, en ça. Dès qu'on prend des décisions dans la conception, c'est un peu le trait bleu que vous avez là, eh ben, on a un impact sur les coûts. Et Pareto dirait qu'avec 20% des dépenses engagées dans le projet, on va effectivement conduire à 80% des dépenses sur le produit. Donc ça, c'est vraiment se dire comment on fait. Comment on fait? Ça veut dire que c'est le plus tôt possible. Ah, hop là. C'est le plus tôt possible qu'il faut réaliser les différentes demandes qui vont venir après sur la vente, sur la production, sur la maintenance, sur le démantèlement. Aujourd'hui, on parle de démantèlement des véhicules. Et ce n'est pas après qu'il faut penser démantèlement, c'est à la conception. Donc ça va nous introduire une chose, c'est qu'il faut faire un cahier des charges qui va prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et aujourd'hui, tout produit a un cycle de vie qui comprend sa destruction. On va au-delà de la vente. Hein. Et le cahier des charges doit être très, très large. Sur notre climatisation, par exemple, au lieu de réaliser 2 prototypes, ce qui était habituel, on a fait un cahier des charges, on a pris du temps jusqu'à la conception. Le chef de projet disait, mais on n'a toujours pas fait de prototype, là, ça fait un certain temps qu'on travaille, comment ça se fait? On est en train de faire le cahier des charges, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Et finalement, après, à la fin, on a fait un produit, et un seul produit, qui était le prototype. Et le prototype correspondait pratiquement au produit vendu après. Il y a eu quelques petites modifications, mais à minima. Donc, grande surprise, au lieu de faire 2 protos, on en fait un, on essaie, on modifie, tout ça. On n'a eu qu'un seul prototype. Deuxième courbe qui est intéressante, c'est presque la même, hein, si vous voulez. C'est que quand on fait l'analyse du besoin, les actions sur les coûts, on a tout le champ du possible qui est là. Hein. Action sur les coûts dès le début. Vous voyez, c'est la courbe en vert, celle-ci. On peut faire tout ce qu'on veut au début. Et puis, le coût d'une modification au début, qu'est-ce que c'est? C'est sur ma CAO, je vais changer. Au lieu de mettre des vis qui sont de 8, je vais mettre des vis de 10, et puis ainsi de suite. Donc, à partir de ça, si vous voulez, plus on avance dans le développement du produit, quand on est en conception, les possibilités d'action sur les coûts, il y a déjà beaucoup de choses qui sont figées, des matériaux, on a plein de choses comme ça qui peuvent être figées. Et le coût d'une modification, ça commence à coûter cher. Et plus on va loin, plus ça coûte cher. Donc, ça veut dire, toujours pareil, un cahier des charges pour prendre les décisions le plus en amont possible. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le cahier des charges, ça va être quelque chose d'important. Exemple, là, nous, ces techniciens qui faisaient la maintenance,
nous ont sollicité, nous ont dit, voilà, il faut 50 tournevis. Moi, à l'époque là, j'assemblais un petit barbecue et j'ai vu qu'ils avaient mis 4 vis différentes. Je me suis dit, donc il fallait à peu près 3 tournevis différents pour le monter. Mais je me suis dit, c'est quoi ce bazar-là? Et si on n'avait qu'un seul tournevis, est-ce que ce ne serait pas possible? Et si, encore faut-il l'avoir pensé au début. Donc là, on a fait une trousse, si vous voulez, détecticien de maintenance, petite trousse. Voilà, on avait des vis de 10, on avait des tournevis comme ci, comme ça, une toute petite trousse. Et quand les gens, sur leur conception par ordinateur, faisaient une conception, ils mettaient des vis de 10, ils ne mettaient pas des vis de 12 ou des vis de 14. Ils en mettaient un peu plus. Donc, on a fait une conception pour la maintenance, parce qu'on l'a fait très en amont. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, sur ce produit-là, notre climatisation, on va dire, réfléchir le plus en amont possible sur tout le cycle de développement. Jusqu'au démantèlement, éventuellement, du produit. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un produit sans penser au démantèlement. Ça se fait. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des choses sous blister. On a l'impression que le blister, il est là pour fermer le produit, mais pas pour qu'on l'ouvre. Le client, quand il veut l'ouvrir, il risque des fois des dangers. Hein. Donc, tout le cycle du produit, à savoir, j'ouvre le blister pour prendre mon produit qui est dedans, ça peut être parfois très dangereux. Donc ça, le cycle n'a pas été entièrement étudié. Donc première partie, le coût des décisions, il faut le reporter le plus en amont avec le cahier des charges. Deuxième chose, c'est un détendeur. C'est un gros détendeur pour une installation industrielle, voilà, pour des grandes installations comme ça. Et puis, il y avait vraiment un sentiment qu'il y a des choses qui sont inutiles. Bon, c'est toutes des pièces, ça ne paraît pas si impressionnant que ça, mais c'est toutes des pièces usinées de grande précision. C'est un produit qui coûtait quand même relativement cher. Donc la grande question, c'était de se dire quel est le juste nécessaire en termes de produits et de services rendus. Qu'est-ce qui est juste? On avait entre autres plein de fonctions redondantes. On avait plein de fonctions redondantes. Alors un détendeur, ça sert à quoi? Hop là. Un détendeur, ça sert à passer du gaz qui a une certaine pression à une autre pression. Donc on est revenu aux fondamentaux du détendeur et on s'est dit à quoi ça sert, pour qui ça fonctionne, comment ça fonctionne. Alors, là, on a introduit la notion de fonction. On en parlait un peu avec Hicham. Une fonction, c'est clair, ça doit fonctionner. C'est Gaston Bachelard qui disait ça. Et le philosophe Gaston Bachelard disait une fonction, c'est fait pour fonctionner, et il avait tout à fait raison. Regardez, ici, moi j'ai des fabricants, ils font des produits. Voilà, ils sont fournisseurs de produits. Et quand j'achète mon produit, moi je ne sais pas, j'achète un téléphone, il y a le produit téléphone, et puis moi il y a des fonctions, des services qui me rendent. Il me permet de communiquer, il me permet de faire ci, de prendre des photos. Vous voyez, entre le produit et les fonctions, il y a l'acte d'achat. On change des mains du fournisseur, on passe chez le client. Alors des fois en informatique, je sais qu'il y a quelqu'un qui nous suit là, des fois en informatique, je me dis au fait, on nous a fait un beau produit là, mais les fonctions, ce n'est pas tout à fait celles que j'aimerais. Il y a des choses que j'aurais mieux aimé comme ci, comme ça. D'où la question, c'est, il faut raisonner fonction. Un produit, ça n'existe pas. Un stylo, ça n'existe pas. C'est un ensemble de fonctions pour le transporter sans faire de tâches, pour avoir différentes couleurs, pour avoir des choses comme ça. Oui, il y a des fonctions, et la notion de fonction, ça va être quelque chose qui va être exceptionnel, et la fonction doit fonctionner. Donc, si ça fonctionne, eh ben, on va définir la fonction avec un verbe d'action. Voilà. C'est enclencher, c'est ouvrir, c'est fermer, des verbes d'action. Voilà. Et donc, les fonctions vont être des fonctions qui vont intéresser le client. Le client va acheter notre produit parce que les fonctions l'intéressent, parce qu'elles lui rendent des services. Hein. Donc, cette notion de service est importante. C'est pour ça qu'on parlera beaucoup de fonctions de service, parce que c'est des fonctions qui vont rendre des services. Ce n'est pas le produit qui nous rend des services. Le produit, il rend les services qu'il peut rendre. Hein. Le pigeon voyageur, il rend des services. Et puis Internet rend des services aussi. Vous voyez, il y a juste une question de performance dans les services. Mais le produit, ce n'est pas le même. Entre le pigeon voyageur et Internet, on est sur deux mondes très différents. Hein. Et donc, on est bien d'accord, c'est quand se fait la transaction entre le fournisseur et le client qu'on passe du produit à la fonction. Hein. Alors, si on continue pour notre détendeur, vous voyez le détendeur,
On a du gaz en amont qui arrive avec une certaine pression, donc il faut changer la pression. Il va falloir mesurer le débit qui est envoyé dans telle et telle usine, voilà. Ensuite, à partir de ça, il faut avoir des conditions de sécurité. Il va falloir aussi facturer toutes ces choses-là. Donc, on a défini des fonctions. Vous voyez, il y a un histogramme avec en dessous, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais on a des fonctions. On va essayer de quantifier quelles sont les ressources que l'on est prêt à mettre sur ces fonctions. Voilà. On va essayer de quantifier. Et puis, en dessous, on a un tableau qui est plus complexe, ce n'est pas fait pour être lu. C'est se dire, ces fonctions-là, elles sont assurées par des éléments de mon détendeur. Elles sont assurées par certains éléments de mon détendeur. Par exemple, pour mesurer, ben voilà, on a des compteurs, on a des choses comme ça. Pour la détente, on a un poste de détente, on a des choses comme ça. C'est un certain coût. Et est-ce que le coût des pièces ou du sous-ensemble qu'on a mis en place, là, est-ce que le coût des pièces et du sous-ensemble sont à la mesure des fonctions qu'on attend de ce sous-ensemble? À savoir, là, on s'est dit, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y avait des fonctions qui étaient redondantes. À savoir, quand il y avait une coupure du gaz, là, on faisait une dérivation et on voulait absolument que quand on fait cette dérivation, on puisse mesurer le volume de gaz qui avait été fourni et donc le facturer. Ce qui fait que sur une dérivation qui était utilisée quelques fois dans l'année, pour quelques mètres cubes de gaz, qu'est-ce qu'on faisait finalement? C'est qu'on mesurait, donc il y avait un dispositif de mesure sur cette dérivation, et on facturait. Et pour facturer, il faut que la mesure soit précise. Ce n'est pas une mesure indicative. Donc, on a eu des fonctions de ce niveau-là, on s'est dit, mais ce n'est pas obligatoire, ça. C'est pas obligatoire. Donc, on va introduire une notion de flexibilité. C'est-à-dire, dans les fonctions, on va avoir des niveaux d'exigence qui peuvent être très différents. On aura des niveaux d'exigence qui peuvent être très différents, à savoir, si c'est des fonctions de sécurité, on dira flexibilité 0, c'est non négociable. Voilà, il faut que le produit soit testé, patati patata. Voilà. Flexibilité 1, on a un niveau de performance, voilà, et on attend quelque chose de ce niveau de performance. Voilà. On attend d'avoir quelque chose, je ne sais pas moi, un écran qui est mis en route dans les quelques dizaines de secondes, quinzaine de secondes. Voilà. Et puis flexibilité 3, on définit un niveau de performance, mais on se dit, ah, si on pouvait rêver, on aimerait bien que c'est ce niveau de performance. Voilà. Hein? Voilà. Donc, ces fonctions-là, on va essayer d'y mettre des coûts. Et quand on met des coûts sur des fonctions, on fait de l'analyse de la valeur pour une partie. Hein, c'est un peu ce qu'on voulait mettre en place. Troisième exemple, c'est un produit de snacking. Voilà, un produit de snacking. Et effectivement, c'était de se dire, c'est un industriel qui nous avait contacté. C'était un projet qui était subventionné par l'ANVAR, un organisme qui subventionne la recherche. C'est un projet qu'on a fait avec, pour partie, des étudiants d'une école d'agroalimentaire. Voilà. Et puis, donc, on utilise des griottes, des mirabelles, ainsi de suite, donc des fruits des régions de l'Est, puisqu'on est dans l'Est de la France, beaucoup. Et l'idée, c'était de proposer ces produits-là sous forme particulière. Donc, l'industriel avait dit, voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse les garder en sachet comme ça. Il voulait les lyophiliser. Bon, c'était OK, tout ça, mais vous savez que dans l'agroalimentaire, on fait pas mal de tests. Et ce qu'il faut, c'est avoir des qualités organoleptiques, on dit comme ça, c'est-à-dire avoir le goût, avoir l'acidité, la fraîcheur, par exemple, sur la cerise, ou le sucré sur la mirabelle, ainsi de suite. Il faut qu'on retrouve ça, et on fait ce qu'on appelle des focus groups, des groupes qui vont tester les produits. Pardon. À partir de ça, c'était se dire comment caractériser ces performances du produit lyophilisé, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve, par exemple, sur la cerise, est-ce qu'on retrouve ce goût, cette fraîcheur, un petit goût acidulé si c'est une cerise comme ça, un petit goût un peu plus sucré si c'est celle-là, est-ce qu'on retrouve ça? Donc, pour savoir si on retrouve ou pas, il va falloir qualifier ces performances du produit. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler la caractérisation. On va appeler ça la caractérisation des fonctions. Donc, derrière les fonctions, c'est-à-dire retrouver, par exemple, je dirais, le produit original, quand on a un produit qui est un produit lyophilisé, le retrouver l'original avec des performances en termes de sucré, de salé, de ci, de ça. Et donc, ça va être la caractérisation des fonctions. On va aller un peu plus en détail dans la fonction.
qui va nous aider, si vous voulez, à retrouver ses performances. Donc, 3 points. Le premier sur le poste de détente, c'est il faut raisonner le plus en amont possible. On fait un cahier de charge le plus en amont et qui a une vision le plus loin possible sur le produit, avec la maintenance, avec ainsi de suite. Voire le recyclage du produit. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Le deuxième, c'est notre poste de détente. Est-ce qu'il y a des fonctions qui ne servent plus ou qui ne servent pas ou qui ne sont pas, qui ont un coût qui n'est pas à la mesure, cette fonction-là a un coût qui n'est pas à la mesure des attentes du client, c'est-à-dire de celui qui utilise ou qui se sert du produit. Est-ce qu'il y a des fonctions comme ça? Troisième cas, c'est celui-ci, projet de snacking. Comment caractériser les performances sur un produit lyophilisé quand on le met en bouche? Performance de goût, aussi de visuel, hein, parce que des fruits, c'est aussi du visuel, c'est pas que du goût, hein, il y a aussi beaucoup de visuel. Et puis, tout ce qui est en bouche, voilà, c'est quand même très fort. Hein, voilà. Comment les qualifier, ces performances? Parce que si on sait les qualifier, on va pouvoir évaluer le produit. Ah oui, celui-ci, il est comme ça. Là, on a lyophilisé, mais bon, c'est pas terrible. Il faudrait changer un peu. Ou on a mis telle date, il faudrait changer un peu. Le produit n'est pas mauvais, mais il a plus ses qualités. Alors, on va refaire un petit résumé, si vous voulez, sur l'analyse de besoin. C'est un peu, ça, c'était avec des informaticiens qu'on avait fait cette affaire-là. Et l'analyse du besoin, on a des attentes qui sont réalisées par le concepteur qui ne servent à rien. C'est vrai qu'en informatique, bon, moi, pour avoir encore travaillé il n'y a pas longtemps avec des gens, on fait des mises à jour parce qu'on a envie de faire des mises à jour. Vous êtes client, vous avez votre logiciel, vous allez démarrer une formation et puis vous dites voilà, on va faire une mise à jour, il ne faut plus rien toucher. Bon, ce n'était pas prévu comme ça. On a les attentes du client qui sont faites par le concepteur et qui sont du bon niveau de performance. C'est ce qu'on attendait. Ouais, super. Ensuite, on a les attentes du client qui sont réalisées par le concepteur, mais qui sont sous-performantes. Bon, je vois, bon, j'avais une voiture que j'ai prise tout à l'heure pour aller à un plan d'eau, faire un peu de marche. Le rayon de braquage, bon, c'est sûr, elle braque la voiture. Mais c'est une toute petite voiture et c'est pas possible. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait là? On a un rayon de braquage, il faut faire 3 manœuvres pour sortir d'une place de parking, quoi. Hein? Et puis ensuite, on a des attentes du client qui ne sont pas réalisées par le concepteur. Ben pourquoi? Parce que le concepteur, il a dit, moi je conçois, je fais les produits, les clients, ils achètent, chacun son métier, et puis si le produit ne plaît pas, c'est pareil. Ça existe de moins en moins, mais ça existe encore un peu, des fois sur certains produits, on a l'impression que le produit, voilà, bon, faut le prendre comme il est, sinon on n'a rien d'autre. Voilà. Et puis on a encore, il y a encore du monde dans cette affaire-là. Vous voyez par exemple en jaune, on a les attentes du client, qui sont autocensurés par le concepteur. C'est-à-dire que le client, il aimerait bien ça. Ouais, mais le concepteur, il se dit, il nous casse les pieds, celui-là, non, on ne fait pas. Et puis de l'autre côté, vous voyez, on a les plaisirs techniques du concepteur. Oh, le concepteur, c'est un spécialiste de je ne sais quel langage informatique ou quelque chose comme ça, et il va vous faire un truc super bien évolué, mais il va se faire plaisir. Le client, il n'en verra rien du tout. Non. Je me souviens, il y a très longtemps, en école d'ingénieur, on avait travaillé sur le pignon de la marche arrière d'un véhicule automobile. Quand je vois le temps qu'on avait passé, c'était du plaisir technique. Hein. Je veux dire, bon, que la marche arrière fasse un tout petit ronronnement, ce n'est pas une catastrophe sur un véhicule. Hein, et on ne fait pas des kilomètres, voilà. Ensuite, si on fait une vision un peu plus prospective, on a les besoins futurs identifiés par le concepteur, mais sans enjeu pour le client. Ah, peut-être qu'il y a des enjeux futurs pour le client, ça on ne sait pas, parce que le client, des fois, il a une vision un peu court terme. Voilà, puis dernier point sur ce panel-là, on a des besoins futurs identifiés par le concepteur et qui sont réels pour le client. C'est-à-dire que le concepteur, il a bien visé, quand il a fait son cahier de charge, il s'est dit, le client là, ouais, c'est bien. Et c'est compliqué un client. Bon, pour avoir travaillé, je n'ai pas d'exemple là, mais on en a fait pas mal dans l'électroménager. Qui c'est le client? Est-ce que c'est la grande surface qui va distribuer les produits électroménagers, par exemple des grille-viandes? Est-ce que c'est celui qui l'achète, le client, qui fait un chèque avec de la TVA? Est-ce que c'est celui qui l'achète mais qui va le donner à quelqu'un qui va l'utiliser?
mettons son grillade ou son barbecue aussi. Est-ce que c'est celui-là le client? Est-ce que c'est le client, c'est celui qui va faire griller ses saucisses sur le barbecue? Vous voyez que la notion de client est très complexe, quoi. Donc, quand on a des besoins futurs identifiés par le concepteur et réels pour le client, on a un panel très très large. Là. Ça ne va pas être simple. Il va falloir une méthode. Quand ce n'est pas simple, en général, il faut une méthode. Hein. Et puis, des fois, voilà, un concepteur, il a des besoins identifiés pour voir. Est-ce que la voiture électrique, c'est le futur? On ne sait pas. On a l'impression que c'est un peu pour voir. Voilà, par exemple. À partir de ça, voilà, on a un peu planté le décor. Donc, un cahier de charge, des fonctions, et puis derrière les fonctions, des choses d'usage très techniques. Et puis quand même un monde de relations entre le client et le concepteur qui est complexe. On va se dire, il faut faire un peu de ménage dans tout ça. Donc, on va regarder un peu la notion sur les trois valeurs. On va essayer de faire un peu de tri dans cette notion de valeur pour essayer d'y voir clair. Donc, si on regarde la valeur, eh ben, on va repartir aux fondamentaux d'une entreprise, mais même d'une association. On parlait, j'étais à la FAV depuis une trentaine d'années. Quel est l'objectif de la FAV? On est dans une association, il faut être efficient. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui rentre et il y en a qui sort. Il faut qu'il y en ait au moins un tout petit peu plus qui rentre que celle qui sort, parce que sinon, si on est en déficit, on aura des ennuis. Et puis, une association, elle porte un message, il faut assurer la pérennité. On en parlait l'autre fois avec Jean. Pour faire certaines activités, maintenant que j'ai un peu pris de la distance par rapport à l'université, bon, il fallait que je crée une petite structure. Ben, pareil, une structure, il faut être efficient. Bon, si je prends un hôtel qui coûte des milliers d'euros, la nuit, c'est sûr que je peux faire des missions, ça ne marchera pas. Quoi, hein. Et puis, si on a une structure, on se dit, voilà, on a une structure, on va fonctionner pendant 5-10 ans. Voilà. Si c'est une grande entreprise, c'est pareil. Être efficient, assurer la pérennité. C'est deux messages forts, voilà. Et pour assurer la pérennité, si on a des clients, ben, il faut qu'ils soient satisfaits pour qu'ils reviennent, enfin, au moins qu'on souhaite qu'ils reviennent. Et pour être efficient, il faut produire au plus juste. Rappelez-vous, mon détendeur, ce qu'on essayait, c'est de se dire quel était le plus juste dans ce produit-là. Voilà. Donc ça, c'est deux points. Donc satisfaire des clients, produire au plus juste pour satisfaire deux fondamentaux, être efficient, assurer la pérennité. Si je note, voilà, on va avoir trois valeurs. La valeur d'estime, vous verrez, on mettra quelque chose de concret derrière. Hein. C'est ce qui donne le sens. C'est ce qui donne le sens d'un produit. Je vais prendre un exemple. Je vous ai parlé un peu d'électroménager tout à l'heure. Voilà. À un moment donné, au moins en France, l'électroménager, c'était beaucoup des cadeaux. Les gens achetaient pour faire offrir en termes de cadeaux un grille-pain, un grille-viande, ainsi de suite, tout ça. Mais finalement, on vendait quoi fonctionnellement? On vendait des grille-pains, des grille-viandes ou des cadeaux? Quand les gens se sont aperçus que le sens du produit qu'ils fabriquaient, bon, c'est une entreprise, hein, c'est le groupe SEB, il n'y a pas de secret, ils sont tout près de chez moi ici, et qui fabriquaient des cadeaux, mais qui ne fabriquaient pas des grille-pains, parce qu'une fois que le grille-pain n'a plus été mis, ça a été autre chose, hein, c'était une machine à faire ci ou à faire ça. Quoi. Donc si on se dit on fabrique des cadeaux, mais on ne fabrique pas des grille-pains, est-ce qu'une voiture, c'est uniquement un moyen de transport? C'est un moyen aussi de positionnement social. Donc, il faut être très prudent sur les choses qu'on met en avant, dans la valeur d'estime. Qu'est-ce qui donne le sens? Qu'est-ce qui donne le sens? La valeur d'usage, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est quel niveau de performance je veux. Voilà. J'ai un ordinateur, je veux qu'il puisse fonctionner pendant 8 heures. Voilà. Ça, c'est de la performance, c'est concret, c'est clair. Quand j'appuie sur le bouton marche, il ne faut pas qu'il me fasse 53 choses, je veux que ça fonctionne, que j'ai mon écran avec mon pack Office dans les... Allez, 1 minute. Des fois, 1 minute, c'est long, hein, devant un ordinateur où l'écran est blanc. Voilà. Ça, c'est de la performance, c'est la valeur d'usage. C'est ce que le client va regarder souvent à très court terme, la valeur d'usage. Et puis ensuite, la valeur, c'est que pour avoir l'estime, c'est-à-dire avoir, par exemple, un cadeau, un beau cadeau, il faudra mettre de l'essence. Valeur d'échange, c'est quoi? Ça peut être des coûts, c'est-à-dire des dirhams, des euros, des dollars, de ce qu'on veut, hein. Mais ça peut être aussi du temps. Ça peut être du temps. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en contrepartie pour donner du sens? Et puis pour l'usage, vous êtes bien d'accord que pour avoir des grandes performances, souvent, vous achetez un vélo très haut de gamme,
pour avoir des performances, ben, il y aura un pédalier en tel matériau, voilà, un dérailleur qui sera de telle marque, ainsi de suite. Donc, entre l'usage et l'échange, on va avoir aussi un compromis. C'est intéressant ce graphique-là parce que vous verrez qu'on va prendre les choses dans un sens particulier. On va d'abord regarder la valeur d'estime. Quel est le sens? Qu'est-ce qu'on veut donner comme sens à ce produit-là? Ensuite, quelles sont les performances? Jusqu'où on est prêt à aller. Et puis, on va regarder le curseur. Et seulement après, on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'on met en contrepartie? Ou en argent, ça peut être, ou en temps, ça dépend ce que c'est comme dispositif. Donc, vous voyez, estime, usage, échange. Ça perturbe, ça perturbe. Il n'y a pas très longtemps, bon, voilà, pour un appartement, je faisais refaire une cuisine, installée, tout ça. Et puis, bon, c'était une jeune personne, c'était pendant le confinement. Je me suis dit, tiens, on aura le temps d'étudier, tout ça. Et puis elle me dit, est-ce que vous avez un budget? Ah, je lui ai dit non, non, je ne fonctionne pas avec un budget. Je dis d'abord, je voudrais voir le concept, je suis venu chez vous, voilà, je voudrais voir les performances, et puis après ça, on discutera budget. Complètement perturbée, cette personne. Elle a l'habitude, les gens, ils ont un budget, et puis elle prend un chausse-pied, elle vous fait rentrer une cuisine qu'elle a envie de vendre dans votre budget. Alors que j'ai pris le problème par l'inverse. On arrivait à quelque chose qui était tout à fait vivable, hein, mais on a commencé par l'estime, le sens. C'est pour où, comment, voilà. L'usage, les performances, jusque-là, oui, ça je veux bien, voilà. Je veux bien qu'il y ait un four et un micro-ondes, que le micro-ondes soit comme ça. Ouais. Bon, je suis un peu différent, c'est pas grave. Je veux bien que patati patata. Et puis après, on a regardé ce que ça donnait financièrement. C'est pas du tout dans la logique actuelle. Si on regarde la publicité, on vous parle d'échange, et puis des fois d'estime. L'usage, on regarde les performances, on vous vend un véhicule parce qu'il a un beau tableau de bord. Les boîtes de vitesse, tout ça, c'est pas un problème. Hein, voilà. Donc, on remettra un peu en cause cette affaire-là. Un autre projet, c'est Caprice des Dieux. C'est un fromage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un fromage qui est exporté dans le monde entier. Voilà. Créé en 1956. Ça fait quelques années, hein, quand même. Il y a à peu près. Et puis, une quantité qui est phénoménale. C'était 25 000 tonnes par an. Donc, c'était fou. Et puis, voilà, c'était fabriqué dans un tout petit village. C'est un village de... Bon, Iloud, il doit y avoir 400 habitants. Et c'est l'usine. Et c'est là qu'est né le patron de l'entreprise Bongrain Gérard, qui est un grand groupe de l'agroalimentaire en France. Hein. Et dans cette entreprise-là, on nous avait dit, voilà, il faudra arriver à gagner 10% sur le coût de fabrication du fromage. Ah. Bon, c'est dit OK. Donc, on commence à faire un peu le point sur les choses. On regarde la boîte. La forme, ouais, on n'y touche pas. CF, le facing, CF, voilà, tous des termes marketing, on ne touche pas. Ensuite, il y a un cabochon bleu dessus. Ah ouais, avec des petits anges, on ne touche pas. Okay. Voilà. Le fromage, donc on va voir dans une fromagerie, il y a un fromager. Et le fromager, c'est comme le chirurgien à l'hôpital, c'est le grand chef. Donc on va voir le fromager. Il dit non, de toute façon, la techno, on n'y touche pas. On ne touche pas à la technologie. Bon, on regarde, on dit, est-ce qu'on peut toucher au fond de la boîte? Il est en carton, on peut le mettre en bois? Avec un petit sourire. On lui dit, oui, si vous voulez. Donc, on s'est dit, finalement, ça pose une grande question. Il faut gagner 10%, mais c'est quoi l'objet d'étude? C'est pas le fromage, pourtant c'est sur ça qu'il faut gagner. C'est pas la boîte, la marge de manœuvre est extrêmement faible. Donc, la grande question, c'était sur quoi il va falloir travailler. Voilà. La ligne de production, ah oui, j'oubliais, j'ai noté. La ligne de production, Monsieur Jean-Noël Bongrain avait fait une ligne de production ultra moderne dans son village pour fabriquer le Caprice des Dieux, qui était le fromage clé de l'entreprise. Bon, donc on ne peut pas toucher la ligne de production, ni le produit, ni l'emballage, et il faut gagner 10%. C'était énorme. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut toucher dans cette affaire-là? Donc la question là qu'on pose, c'est quelquefois, c'est quel est l'objet d'étude? À peu près à la même époque, moi, il y a quelqu'un qui était venu me voir pour faire une étude, lancer une étude sur les bornes à incendie. Une borne à incendie,
Et puis, en aparté, il me dit, vous savez, M. Grandet, sur les bornes à incendie, tout est normé, donc on ne peut rien toucher. Ah. Je dis, vous pensez qu'on peut faire quelque chose? Non, il me dit, tout est normé. Ben, je dis, au revoir. Non, 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 mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous avez un projet qui est très, je dirais, bloqué comme ça, si vous n'avez pas de méthode pour l'aborder, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc, s'il faut chercher les leviers, il faut une méthode. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a proposé une démarche méthodologique. À partir de ça, toujours dans les concepts, je reviendrai sur le diagramme de canaux. Vous voyez, il y a un axe horizontal, c'est quand il y a des dysfonctionnements. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez votre ordinateur, il refait des mises à jour, il fait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous résolvez les dysfonctionnements en faisant une nouvelle version de ci ou ça, on met des patchs, on fait ci, on fait ça. Ouais. Vous avez un client qui est toujours relativement insatisfait. Si on a résolu les dysfonctionnements, bon, comme je mets en dessous, quand vous résolvez les dysfonctionnements, on a un client qui est moins mécontent. On n'a pas un client satisfait. Vous achetez 2 nouvelles fenêtres pour votre maison, il y avait des dysfonctionnements sur la fermeture, l'entreprise vient réparer ces dysfonctionnements, pardon, ben vous êtes moins mécontent, mais vous n'êtes pas satisfait. Pour satisfaire les clients, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que dit Cano. Il faut travailler sur l'autre axe. Vous voyez, ce n'est pas en continuant, en faisant de l'amélioration continue et patati et patata, qu'on va créer des clients satisfaits. Non, on fera des clients qui seront moins mécontents. Donc, il faut travailler sur un axe fort qui est l'axe vertical, création de valeur. Création de valeur, ça veut dire quoi? Ah, grand problème. Là, c'est le problème. Eh bien, c'est travailler sur une autre vision. On a parlé de valeur d'estime. Vous voyez, le dysfonctionnement, je suis plus dans la valeur d'usage. Création de valeur, on est dans la valeur d'estime. Il y a un exemple que je peux vous prendre qui est dans les services. C'était aux urgences à Nancy. On a pas mal travaillé avec le service des urgences de Nancy, un assez gros service, une centaine d'entrées par jour. On avait fait des mesures sur les temps d'attente. On a saucissonné les temps d'attente avant de voir une personne à l'accueil, avant de voir un professionnel de santé, le temps qu'on passe avec le professionnel de santé. Ensuite, on aiguillait vers tel et tel examen complémentaire. Voilà. On avait fait une étude sur ces temps d'attente. Et puis, on s'est aperçu que on avait amélioré les choses, beaucoup de choses. Hein. Sur un examen, par exemple, un examen bio, on avait bien regardé le circuit, on a vu ce qui freinait le circuit, on a amélioré. On fait une étude, on avait des gens aux urgences qui étaient un peu moins mécontents, à peine moins mécontents. C'est immense. On avait travaillé plus d'1 an. Pour quoi faire? Pour faire des clients qui étaient, ou des patients qui étaient moins mécontents. Et je compte tout le monde. Hein. Vous voyez, les habitués du samedi soir, enfin, c'est assez particulier. On s'est dit, on a loupé quelque chose, c'est l'axe vertical, création de valeur. Et création de valeur, on a fait entre autres une expérience. À un moment, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Et puis moi, je l'ai faite avec une jeune personne à l'hôpital, j'étais aux urgences, pour mon compte personnel. On explique aux gens, on leur dit, écoutez, vous arrivez là, aux urgences, en France, hein, on vous prend en charge, bon, vous attendez, c'est sûr, entre 10 minutes et 7 heures. 7 heures, on vous a oublié. 10 minutes, vous êtes parti parce que vous avez trouvé qu'il y avait trop de monde et que ce n'était pas grave. En moyenne, c'est 3h30. À peu près. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Au bout d'une demi-heure, à peu près, des fois un peu plus, vous avez eu un examen clinique avec un médecin. Il vous a fait un diagnostic personnel. Voilà. À partir de ça, on a dit, voilà, il faut faire un scan, il faut faire une IRM, il faut faire une radio, il faut faire un examen complémentaire, ainsi de suite. Vous avez été faire ces examens complémentaires, toujours dans le temps de 3h30. Et quand vous êtes reparti, c'est le cas en France, vous êtes reparti avec votre carte bancaire, elle n'avait pas été débitée. Hein, vous avez juste donné votre carte bleue à l'entrée. Et ça, c'est la création de valeur. Expliquer aux gens voilà, que le processus aux urgences, c'est un processus qui est exceptionnel. S'il avait fallu faire ces examens complémentaires, le scan, la radio, l'examen au genou, ainsi de suite, tout ça en ville, bah, il avait déjà pour 1 ou 2 jours à prendre les rendez-vous, 1 semaine pour avoir les rendez-vous, et puis avoir, je dirais, les soins adaptés. Voilà, vous étiez peut-être parti sur un temps, 1 semaine, 15 jours. Et là, en 3h30, voilà, on a débroussaillé votre problème. Il y a des choses à faire, à continuer.
Et quand on explique ça aux gens, voilà, donc on a travaillé, si vous voulez, la création de valeur aux urgences qu'on a fait, on a travaillé le message. On a travaillé le message. Alors comment? Ben, on a mis des gens qui étaient performants à l'accueil. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une secrétaire ou une infirmière un peu trop infirmière à l'accueil, on a donné quelqu'un qui avait un certain rôle pédagogique pour expliquer des choses. On a regardé les temps. On a vu que le temps fort, c'était... moi, j'ai conduit mon fils urgence, voilà, il était passé au-dessus de la moto, il n'y avait rien de grave, mais je voulais avoir la confirmation. Le temps entre le moment où vous entrez, il est pris en charge par un professionnel, et le temps où vous avez le retour d'information, le temps de la montre est multiplié par 10, voire par 15, voire beaucoup plus, hein, suivant la gravité de l'accident. Et donc, ces temps-là, on les a étudiés, on s'est dit, la création de valeur, c'est donner des explications au bon moment. Voilà. Là, un exemple dans un service, ce que c'est que créer de la valeur. Voilà. Et là, on peut avoir des clients qui soient plutôt satisfaits si on crée de la valeur. Voir s'il y a des dysfonctionnements qui subsistent encore. Éventuellement, ils vont être un peu en se disant, oui, c'est bien ça, mais il y a encore ça qu'il faudrait qu'il soit amélioré. Donc, vous voyez que pour avoir des clients satisfaits, il faut qu'il y ait peu de dysfonctionnements, voilà, mais pas un surfonctionnement énorme, et puis créer de la valeur, c'est-à-dire donner du sens, voilà, donner de l'estime, hein, du sens au produit ou au service qui est associé. Voilà. Donc, créer de la valeur, ça c'est le modèle de Cano. Si je reviens à mes fromages, là, oui, parce que je ne les ai pas oubliés, mes fromages, mes caprices des dieux, eh ben, on s'est aperçu, c'est que l'objectif, ah oui, c'était 15% de gain. L'objectif, c'était de remettre en cause le système de production. Le SPC, système de production du caprice des dieux. Donc, vous voyez, là, on a ce qu'on appelle une pieuvre, certains appellent ça une bêta-corne, vous voyez, c'est un truc bizarre, la marguerite, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est plus... Voilà. Donc, on a un outil qu'on verra tout à l'heure plus en détail qui permet d'aborder le produit. Hein, ça permet d'aborder le produit ou le service. Voilà. Et là, on s'est aperçu, c'est que c'est le système de production qu'il fallait retravailler. Et puis, par exemple, dans l'agroalimentaire, et ben voilà, à un moment donné, on a fait des travaux parce que c'était 50, dans les années 50 que ça a commencé. Donc, on fait des travaux dans une pièce, c'est toujours des travaux. Donc, on va faire un lavage après, on fait beaucoup de lavage. Mais après, quand les travaux sont finis, on continue à faire ce lavage. Donc, on avait plein d'éléments qui étaient organes dans le processus de production. Il y avait plein d'éléments organes. Donc, on a fait du ménage. On a enlevé des choses qui ne servaient plus. Et on a gagné ce qu'on avait à gagner. Voilà. Hein, donc, on a vu au départ les concepts, un cahier de charge, une notion de fonction qui est très forte. Derrière cette fonction, on a dit il faut mettre des critères, c'est-à-dire des critères de performance, comme pour notre stacking. Voilà. Ensuite, 3 valeurs. Sur un produit, il faut donner du sens à ce produit. Il faut savoir voilà, quel est le sens qu'on lui donne, de l'usage, c'est-à-dire des performances. Et puis, en contrepartie, ben voilà, on va mettre des ressources financières ou autres, hein, produits ou services. Cano a dit, voilà, il faut créer de la valeur. Voilà. Et puis, voilà, on va aborder maintenant un cas plus en détail. Hein. On va aller vraiment dans le détail de la méthode. La méthode, on le verra un peu après. Hein. Et là, oui, moi je dirais que c'est quand même un avantage. Elle est normée. Il y a une norme, si vous voulez, qui supporte la méthode. Une norme, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est un truc vivant. Hein. Donc, à la FAV, on a un comité qui participe à la normalisation au niveau européen. Donc, c'est le niveau international aussi, il y a des échanges. Aux USA, ils ont un concept un peu différent. Voilà. Au niveau français, on a pas mal de normes. Intéressant. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de normes, ben on se réfère au livre de un tel, au livre de un tel, ou à l'article de un tel. Bon, c'est bien, c'est très vivant, mais les normes, ça assied les choses. Donc, on verra que la partie normative est intéressante. Bon, après, ça peut être une forme de dogme, de chasse gardée, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Ce n'est pas des normes qui sont obligatoires à suivre, hein. Sauf peut-être sur le cahier des charges. Il y a une définition précise de l'analyse fonctionnelle du cahier des charges fonctionnel. Certaines entreprises demandent un cahier des charges fonctionnel qui suivent la norme, la NFX. Voilà.
50, 150, ou ainsi de suite. Voilà. Donc, on va regarder un peu la démarche telle qu'elle est dans son aspect normatif. Alors, le projet masque, je vous disais, c'est il y a plus de 15 ans, peut-être bien, ouais, je saurais plus dire, il y a un peu, et on a fait avec des étudiants, un groupe d'étudiants, ce masque-là, je pense qu'Issam était encore C'était en 2006, oui, j'étais obligé. Tout à fait. Et au départ, c'était un ludothérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des activités de jeu avec des enfants. On était dans un service hospitalier avec des pathologies très lourdes. C'était onco-hématologie. Donc, onco, c'est problème de cancer, si vous voulez, et c'était beaucoup des cancers du sang et ainsi de suite, donc des enfants qui étaient vraiment atteints. Et il y avait des activités avec des clowns. Et le clown nous disait, écoutez, moi, quand je mets qui allait en chambre stérile, quand je mets une charlotte, un masque et mon nez rouge sur le masque, bon, je perds un peu d'effet, on ne voit pas les sourires, on ne voit pas tout ça. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé après masque sourire. Donc, on a travaillé sur ce produit-là. On va regarder un peu comment on l'a développé. Et la question posée, ouais, je mets souvent question, parce que je pense que c'est une machine à poser des questions, l'analyse de la valeur. L'analyse fonctionnelle. Machine à poser des questions. Vous verrez, on pose plein de questions aux gens. On va leur dire, oui, mais quelle performance, comment on peut mesurer ça, ainsi de suite. On pose plein de questions. Et c'est bien de savoir répondre aux questions, hein, mais quelquefois, c'est bien aussi de savoir poser les bonnes questions. C'est au moins aussi important voilà, de savoir poser les bonnes questions que de répondre à des questions qui sont mauvaises. Hein. Donc, comment concevoir un produit et sa mise à disposition dans un environnement complexe avec des contraintes financières serrées. Vous voyez, 2 lignes. C'est un produit-service, hein, puisqu'il doit à la fois satisfaire les fonctionnalités de protection dans un sens et dans l'autre, mais aussi donner une idée de qu'on voit les marques du visage avec les sourires, ainsi de suite. Environnement complexe. C'est un produit qu'on veut dans un environnement hospitalier. L'hôpital, c'est souvent quand même la plus grosse entreprise dans toutes les villes. J'interviens des fois à Paris, c'est les Cham. Si on fait on colorie tous les hôpitaux sur Paris, mais on a l'impression que Paris, c'est beaucoup d'hôpitaux. Si on le fait sur Nancy, c'est à peu près pareil. Si on le fait, alors je ne sais pas à Tanger, moi, on avait fait un congrès justement sur l'ingénierie hospitalière à Tanger, j'en ai un excellent souvenir. Je disais, là, sur l'ingénierie hospitalière à Tanger. Rabat, je connais un peu plus, c'est pareil, les hôpitaux et services de soins, c'est énorme dans une ville. Hein. L'environnement complexe, ben oui, parce que l'hôpital, c'est une énorme machine. Le CHU de Nancy, c'est 10 000 personnes. Et puis, bon, l'hôpital, il n'y a pas de sous. Bon, il y a beaucoup de sous, mais ils sont beaucoup fléchés, quoi. Hein. Donc, avec des contraintes financières serrées. Donc, on a vu que les contraintes financières viendraient après. Donc, on va regarder un peu comment développer ce produit. Hein. Alors, première chose, rappelez-vous pour le fromage, c'est quoi l'objet d'étude? Donc, c'est ce qu'on met au milieu, vous voyez, dans le cercle, enfin l'ovale du milieu. Et ce qu'on a mis au milieu, vous voyez, c'est le masque avec son organisation, toute l'organisation qui permet, toute la supply chain, comme diraient certains, tout ce qui permet de le mettre à disposition. Parce que si on a des masques dans des boîtes qui ne sont pas au bon endroit pour les bonnes personnes, bon, ça fait un flop, hein, d'accord? Ensuite, on va mettre le contexte qui est autour, c'est-à-dire, on a dit c'est un contexte complexe. Ouais, c'est ce qu'on appelle la méthode des milieux extérieurs. Donc, vous voyez, il y a des patatoïdes jaunes, là. Voilà, c'est la morphologie du visage de celui qui va le mettre, l'expression du visage, les utilisateurs du masque. Ça, c'est ce qui est jaune. Hein. On va mettre en orangé, un peu orangé éclair, par ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, peut-être, oui. Le recyclage, le conditionnement, je vous avais dit, on va intégrer tout le cycle de fonctionnement. L'environnement d'utilisation, est-ce que c'est une chambre stérile? On voit bien que les masques aujourd'hui, je ne sais pas, nous, on a fait le tour d'un plan d'eau avec mon épouse, là, on a vu un masque jeté par terre. Il devait embarrasser quelqu'un, mais enfin, il y avait des poubelles pas loin. Voilà. Donc, le recyclage, ça se discute, voilà. Ensuite, on a ça. C'est quoi? C'est tout ce qui est l'environnement
un peu particulier. Toutes les normes et les tests. On pense bien qu'un masque qui va dans un environnement chambre stérile, il y a des normes et des tests à suivre. Là, c'est parti. Voilà. Ceci. Voilà. Ensuite, il y a tout le milieu hospitalier. Parce qu'il y a une procédure pour faire les commandes, pour mettre à disposition, ainsi de suite, tout ça. Et puis, on a mis là les partenaires, parce que c'était un produit un peu phare, un peu particulier, donc on avait des partenaires, ne serait-ce que l'association qui faisait ces jeux ludiques avec les enfants. Et puis l'entreprise qui fabrique. On avait pris un partenariat avec une entreprise qui existe toujours, d'ailleurs qui a fait beaucoup de masques, voilà, hein, l'entreprise Colmy, voilà, avec qui on a de très bons rapports. Voilà. À partir de ça, on va définir des fonctions. Je vais les lire parce qu'à mon avis, elles ne sont pas lisibles. C'est respecter les normes, satisfaire aux tests. Ensuite, s'adapter, respecter la morphologie du visage. Vous voyez, c'est s'adapter. Il faut s'adapter à la morphologie du visage et la respecter, c'est-à-dire ne pas laisser de marque, par exemple. Alors ça, oui, mais le visage, ça veut dire qu'il va falloir caractériser l'utilisateur. Si l'utilisateur, c'est un jeune enfant, ah oui, il faut s'adapter à la morphologie d'un jeune enfant. Oui. Il faut être accessible aux utilisateurs, c'est la fonction 5, par exemple. La fonction 5, être accessible aux utilisateurs. Il faut que l'utilisateur il trouve le masque au bon endroit. Si c'est le clown qui vient faire ses activités de clown, il faut qu'il le trouve au bon endroit. Si c'est un cadre infirmier qui vient dans la chambre, si c'est les parents de l'enfant qui viennent dans la chambre, il faut qu'il trouve le masque au bon endroit. Donc, vous voyez, être accessible aux utilisateurs. Ensuite, on a mis une fonction F8, vous voyez, c'est entre les utilisateurs et l'expression du visage. On a demandé au masque qui respecte et valorise les expressions du visage pour les autres utilisateurs. Respecter, c'est-à-dire si je fais une grimace, il faut que ce soit une grimace. Ça les valorise, c'est-à-dire que, bon, ouais, c'est plutôt bien, on le voit bien, d'accord, les expressions du visage. Donc, vous voyez, tout ce milieu extérieur, c'est un peu se dire, voilà tout ce qui gravite autour de notre masque. Il y a des notions de logistique, il y a des notions de normatives, il y a des notions de confort, hein, si vous voulez, de morphologie, il y a des notions de recyclage. Donc ça, c'est un travail qui se fait en groupe. C'est un travail qui se fait en groupe. C'est plutôt assez sympa, en général. Hein. C'est un travail plutôt sympathique, agréable. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait un peu des experts. Parce que si la personne qui représente les normes et les tests, il ne connaît pas les normes et les tests qui correspondent au masque, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui n'est pas compétent là, on n'aura pas les bonnes références sur les normes et tests quand il faudra aller plus loin. Donc là, par exemple, dans ce groupe-là, il va nous falloir un ingénieur biomédical. C'est lui qui va être le garant de la performance de la fonction F4, quand on dit respecter les normes et satisfaire aux tests. Quand on va aller plus loin pour caractériser, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui va nous en dire beaucoup plus. Voilà. Sur le recyclage de fonctionnement, voilà, par rapport à l'environnement d'utilisation, il faut qu'on ait du personnel technique de l'hôpital qui assure le recyclage, qui assure le conditionnement, la gestion des déchets, différents types de déchets à l'hôpital. Hein. Il faudrait qu'il y ait ou des enfants, ou le clown, ou des parents, c'est-à-dire des utilisateurs du masque qui nous disent oui, mais voilà, un enfant de 6 ans, il n'a pas la même morphologie du visage qu'une personne qui a 60 ans, ou un clown qui a une trentaine d'années. Voilà. Et le clown, il va vous dire, moi je fais une activité pendant 1 heure, ouais, bon, il y a quand même des conditions particulières. Le milieu hospitalier, c'est aussi nous expliquer un peu les contraintes d'approvisionnement. Donc c'est ou un pharmacien, ou quelqu'un qui est plus du domaine financier à l'hôpital qui va nous expliquer. Donc voilà un peu le contexte. Donc, c'est ce qu'on appelle là la pieuvre fonctionnelle. Ça va nous permettre, là, on a 9 fonctions qui vont dire un peu comment on voit le fonctionnement du masque dans son environnement. Les fonctions là, on ne va pas détailler, c'est essayer de les mettre dans un ordre du pourquoi au comment. Pourquoi, voilà. En réalité, on fait ça, la fonction la plus à gauche ici, c'est vraiment notre objectif, c'est de respecter, si vous voulez, c'est de respecter la morphologie et valoriser l'expression du visage. Et puis ensuite, on va avoir des branches qui vont être une branche ici très financière, une branche qui sera plutôt normative, ainsi de suite. Donc, on va avoir des branches comme ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre fonctionnel. L'arbre fonctionnel, c'est ce qui va donner du sens.
rappelez-vous, j'avais mon produit, mon gris viande, barbecue et tout ça. Pour moi, là, c'était proposer un cadeau dans le domaine de l'électroménager. C'est ça, c'est ce qui est ici. C'est dire, voilà, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Après, bien sûr, on fera ci, on fera ça. Hein. Donc ça, c'est la démarche fonctionnelle, c'est ce qui va donner du sens et ce qui va nous permettre de travailler la valeur d'estime. C'est quel est le sens? On ne l'a pas fait là, mais vous comprenez bien que dans toutes les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, là, je peux y revenir, dans toutes les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, l'enfant qui est hospitalisé, qui a un cancer, pathologie très lourde, il y a des fonctions, respecter les normes, l'environnement, satisfaire au test, ce n'est pas son problème. Il se dit, il y a des gens qui doivent s'occuper de ça. Voilà, s'adapter, respecter la morphologie du visage, ah ouais, ça c'est important. Hein, respecter le fonctionnement administratif de l'établissement. Mais l'enfant qui a son cancer, qui est dans un service spécialisé, ce n'est pas son problème. Donc vous voyez que dans les fonctions là, par exemple, entre l'enfant qui est hospitalisé, qui sera utilisateur, il y a des fonctions, ce n'est pas sa tasse de thé. Donc il va peut-être être intéressé, l'enfant, par 3 ou 4 fonctions. Les parents peut-être un peu plus. Le clown peut-être encore un peu plus. Donc chacun n'aura pas le même regard sur toutes les fonctions qu'on va se proposer de mettre là. Hein, voilà. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un tri croisé, une hiérarchisation des fonctions. Ce qu'on a mis au-dessus, c'est ordonner les fonctions. Tri croisé, c'est se dire, si j'ai 2 fonctions sur lesquelles je mettrai le plus de ressources. Bon, ça, c'est un exercice, on ne va pas le faire ensemble. C'est se dire, en gros, mais on en a besoin. Est-ce qu'on mettrait plus de ressources? Quand je dis ressources, c'est l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent. Sur le fait de respecter, valoriser l'expression du visage ou respecter les normes. Bon, ça, c'est un dilemme difficile. Mais où être accessible aux utilisateurs? Ben, on préfère mettre plus de ressources sur respecter l'expression du visage que sur le circuit intérieur à l'hôpital. Donc, on a tout un tableau, on ne va pas voir la technique. Je vous ai dit qu'il y a un produit logiciel, il vous aide à faire ça. Ça va nous permettre de faire quoi? Une fois qu'on a fait ce tableau croisé, on va dire sur la fonction là, on mettrait par exemple 13% sur la première. Sur l'autre, on mettrait 23%. Donc, on va trouver, avec le groupe d'experts qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un ingénieur biomètre, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs du masque, on a quelqu'un qui représente l'hôpital. Donc, on fait ce tri croisé pondéré et on va trouver comment on répartit les fonctions, comment on souhaite répartir les ressources sur les fonctions. Voilà. Il y en a une, la F5, là, on se dit, ouais, on n'a pas envie de mettre grand-chose. Voilà. Être accessible aux utilisateurs, on s'est dit, on n'a pas mis beaucoup de ressources. On pense que c'est assez simple. Voilà. Et puis les gens qui étaient là de l'hôpital, voilà, ils disent, non, non, c'est pas compliqué. Donc là, on est en train de dire, voilà, comment je vais mettre de l'argent pour réaliser les fonctions. Vous voyez, on va toucher la partie valeur d'échange. Là où on était dans la valeur, dans le sens, si vous voulez, hein, voilà. Là, on est dans la valeur d'échange, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en contrepartie comme ressource. Hein. Donc, on a donné ici du sens, et là, on donne du poids aux fonctions. Dernier point, dans les valeurs, on va travailler la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est la performance. Si je prends bon, ça c'était fait avec le logiciel, respecter les normes, satisfaire au test. Bon, ben voilà, il y a la norme NF S70001. Le biomètre, il nous dit qu'il faut la respecter. Il y avait un test, je ne sais plus comment c'est Bovitest, il y a un test très particulier. De toute façon, celui-là, il n'y avait pas le choix, il fallait le respecter, sinon le masque, il ne rentrait même pas à l'hôpital. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des tests, là, je ne vous ai pas mis la colonne, il y a beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle en flexibilité zéro. C'est-à-dire, c'est non négociable. Là, c'est même ici. Donc, on a des normes AFNOR, vous voyez, résistance respiratoire. Bon, à l'époque, c'était un peu... on était dans un autre monde, mais aujourd'hui que tout le monde a testé les masques, bon, des fois, je vois en formation, on a un masque à 8h30 le matin, et puis on le garde jusqu'à 18h le soir, quoi. Donc, il y a des choses, là, dans les tests, efficacité de filtration bactérienne. Bon, ça, on ne mesure pas. Résistance respiratoire, le test hydrophobe, transpiration, débit d'air, ainsi de suite.
les fuites au visage. Oui, tout ça, c'est les normes qui concernent les masques. Là, on est dans la valeur d'usage, c'est-à-dire dans l'usage du masque. Et on fait ça, oui, pour nos 9 fonctions. On va voir pour nos 9 fonctions, on va avoir des critères. Ce qu'on appelle le criliflex. Critère, niveau et flexibilité. C'est-à-dire un critère, est-ce qu'il est non négociable? C'est-à-dire que si ce n'est pas respecté, on est hors la loi. Ou est-ce que le critère, on admet une marge de manœuvre dessus? Voilà. OK? Voilà. Donc, si je résume, là, on a 3 valeurs. Valeur d'estime, valeur d'échange et valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est des critères avec des niveaux. Sur ces niveaux, on va mettre des flexibilités, c'est-à-dire des niveaux d'attente. Le sens, la valeur d'estime, c'est ce qu'on fait avec l'arc fonctionnel. On se dit, c'est quoi? Le produit-là, il apporte quoi? Ce qu'on voulait avant tout dans notre masque sourire ou masque transparent, si vous voulez, c'était qu'on garde l'expression du visage, voire même la valoriser. Bien sûr, il fallait qu'il filtre comme un masque et patati patata, bien sûr, bien sûr. Mais avant tout, on a reconçu ce produit-là pour ces performances-là. Et la valeur d'échange, c'est ce fameux tableau, je vais le remettre ici, voilà, où on essaie par tout un artifice avec un groupe de travail de dire qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme ressource, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme ressource pour telle fonction. Donc l'histogramme là, vous allez voir, ça va être le point de départ de toute la partie analyse de la valeur et CCO. On va y venir tout de suite. Analyse de la valeur, c'est quoi? Analyse de la valeur d'un produit existant. Vous voyez, c'est toujours mes masques. Hein. Il y a des boîtes là avec les masques qui sont dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de faire une analyse fonctionnelle avec une hiérarchisation. C'est le petit histogramme qui est en haut. Hein. C'est celui qu'on aurait fait avec le tri croisé. Donc, on sait ce que l'on est prêt à mettre comme ressource pour les différentes fonctions. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire un masque, c'est, voilà, il y a une boîte, ensuite il y a une partie transparente, une partie filtrante, il y a une partie avec un élastique pour l'accrochage, donc on va définir des composants ici. Des composants. Ensuite, ces différents composants-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, ah oui, mais l'élastique, il participe au maintien du masque, il participe à l'ergonomie. Voilà. Donc, on va regarder comment chaque composant participe aux différentes fonctions, nos 9 fonctions qui sont ici. C'est un travail qui se fait en groupe. Là, on voit un peu, c'est un fichier qu'on transforme après en Excel si on veut. Et comme ça, on met des pourcents. Et puis, on dit, voilà, en gros, la boîte, elle coûte tant. Donc, les pourcents de la boîte que je mets là, je vais les affecter sur les fonctions, voilà, sur le recyclage, sur ainsi de suite, tout ça. Et quand je vais lire en colonne, les affectations des pourcents, ah, mais je vais dire, mais ok, hop là. Ah, c'est pas le truc que je voulais faire tourner, c'est ça. Vous voyez? Donc, j'ai fait ça, j'ai affecté mes produits, j'ai affecté en pourcents ici, et puis je lis ici en colonne. Donc, chaque fonction, je vais dire que sur ce produit-là, ben voilà, il y a telle somme. Il y a telle somme, c'est-à-dire que je peux trouver, en gros, sur le produit, combien il y a. Alors, j'avais fait ce qui était souhaité, et là, à partir d'un produit, celui-ci, un proto par exemple, je vais voir ce qui est... Ah, j'ai les doigts qui collent là sur le... Ce qui est réalisé. Voilà. Donc, vous voyez, on va voir des écarts à certains endroits. On ne va pas les analyser ici. Par exemple, ici, il y a une fonction, on n'attend pas grand-chose. On avait parlé un petit peu tout à l'heure, et puis en réalité, sur le vrai produit, ah ouais, ça nous coûte beaucoup. Imaginez, quand on a fait ça sur notre poste de détente, on avait des fonctions qui étaient des fonctions de mesure, hein, de mesure et de facturation, lorsqu'il y avait une dérivation, pour faire des essais, ainsi de suite, tout ça. On s'est dit, mais... sur les dérivations-là, nous, on est prêt à mettre zéro. Zéro, on ne met rien. Quoi. Et puis, on s'est aperçu que sur le produit existant, wow, il y avait une barre qui était sensible. Sur le produit existant, il y a une barre qui était sensible. Donc, on s'est dit, attention, analyse de la valeur du produit existant, il y a un gap, un écart important entre ce qui est souhaité et ce qui est réalisé. Donc, le but de la suite de l'étude, c'est de remettre un peu les choses au clair, c'est de se dire comment on fait.
hein. On avait fait une étude, c'était pour des espaces de jeux pour enfants. On s'est aperçu que sur les normes, on mettait beaucoup d'argent pour la normalisation. C'est embêtant. On dépense beaucoup d'argent pour la normalisation. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais la sécurité. Et en finalité, en creusant, on s'est aperçu que ce n'était pas la normalisation. Mais on avait des espaces qui étaient modulables en partie. Donc, protéger ou sécuriser des espaces modulables, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on s'est dit, attention, le modulable, est-ce qu'on s'en sert? Non. Donc, on a revu le produit de cette façon-là. Ça, c'est l'analyse fonctionnelle qui donne l'analyse de la valeur d'un produit existant. On va regarder autre chose maintenant. Donc, ça, c'est le produit masque. La conception pour un coût objectif. Design to cost aussi. Hein. L'histoire de la conception pour un coût objectif, c'était, bon, moi, il y avait un ami, Claude Petit-Manche, qui n'était pas très loin d'ici, qui était responsable du projet Ariane 4, Ariane 5, versus Ariane 5. Ariane 4, ouais, il y avait plein d'argent, tout ça, pas de problème, les équipes, ils avaient tout l'argent qu'ils voulaient. Ariane 5, il commençait à y avoir beaucoup de concurrence, beaucoup de concurrence avec d'autres lanceurs. Donc, le passage Ariane 5 a été un peu difficile. Donc, il s'est dit, voilà, il va falloir qu'on maîtrise nos coûts. On l'a vu dans les tout premiers slides, les coûts, ça se maîtrise à la conception. Ça ne se maîtrise pas après. Vous voyez, quand on fait l'analyse de la valeur, des fois, on est coincé. C'est après qu'on fait. On a un produit, on fait après. Conception à coût objectif, on maîtrise le plus en amont possible. Voilà. Donc, Ariane 4, Ariane 5, conception à coût objectif. Ensuite, le produit, le lanceur, alors là, c'était la révolution. Il a dit, on ne fabrique pas des lanceurs. Voilà. Rien d'espace, non, ce pas des lanceurs. Nous, on fabrique rien du tout. Il dit, on propose un service. Il y a des gens qui ont des satellites dans les garages, là, et on propose d'aller les mettre sur orbite là-haut. Nous, on leur propose un service. Nous, c'est des lanceurs, il y en a d'autres, c'est des navettes, d'autres, ce serait une catapulte, ce serait une catapulte. Ah, donc les équipes, si vous voulez, ils ont été un peu déroutées. Vous voyez, dans la valeur, le sens du produit, c'était un service. On est producteur de service, Ariane Espace. Ça change beaucoup les choses. Dire on est producteur de service, on n'est pas producteur d'un produit. Voilà. Donc, comment ça part, la CCO? Eh bien, on a fait toujours pareil. La pieuvre, vous voyez, des fonctions. Ensuite, les fonctions, on dit sur celle-là, on est prêt à mettre tant d'argent, patati patata. On va se dire, c'est simple. Le réaliser sur les produits, ça va être exactement le souhaité. Donc, vous voyez, le miroir du vert, le vert, c'est le miroir du bleu. Voilà. Ah. Ensuite, on fait des sous-ensembles techniques. On va faire des sous-ensembles techniques. Ce qu'on va faire, c'est que ces sous-ensembles techniques, on va avoir le même tableau que celui qu'on avait tout à l'heure, mais sur ce tableau-là, ce qu'on sait, c'est que le coût par fonction qui était ici tout à l'heure, le résultat, ça devient le point d'entrée. On sait qu'on attend par fonction, puisque c'est le miroir du bleu. On attend par fonction. Chaque sous-ensemble contribue aux fonctions, donc on va lui attribuer une partie du coût qu'on a affecté à la fonction, par sous-ensemble. Ce qui fait qu'en finale, ce n'est pas le bon truc, c'est ensuite, ici. Après, ça va se passer comment? Puisqu'on aura le coût par fonction, on va avoir la ventilation ici, et on va dire pour fabriquer tel sous-ensemble, on a tant d'argent. On va relire en horizontal. Tout à l'heure, on lisait en vertical en analyse à valeur. En CCO, on va lire en horizontal. Et on saura que pour tel sous-ensemble, on attend. Exemple fort dans l'automobile, c'est la Logan. La Logan, on a dit, voilà, le moteur boîte de vitesse, on attend pour le développer. Les équipes ont dit, impossible. Ben, impossible, non, on attend pour le développer si on veut respecter le coût objectif. Ah. Donc, les gens se sont creusés la tête. Vous voyez, le coût devient, ou la ressource devient un moteur. Ça devient un moteur. Et puis, à partir de ça, les gens se sont dit, finalement, on ne va pas reconcevoir le moteur de la boîte de vitesse, on va en prendre qui sont sur les étagères, ainsi de suite. Donc, c'était un moteur de reconception assez fort, la CCO. Si je fais un résumé, vous voyez, analyse fonctionnelle, les coûts par fonction, le vert, c'est le résultat de l'analyse. Le vert, c'est le résultat de l'analyse. Alors que quand on est en CCO, les coûts par fonction, c'est le point d'entrée. Vous voyez, le vert, c'est le point d'entrée. Alors que, ici, en analyse de la valeur, les coûts par fonction, c'est le résultat de l'analyse. On a un produit, on ventile les coûts des composants sur
les fonctions, et on regarde, si vous voulez, l'écart qu'il y a entre ce qu'on souhaite et ce qu'on a réalisé. OK? Voilà. Donc, on vient de faire un tour, c'est un peu compliqué, CCO. Bon, il fallait en parler, l'analyse de la valeur de la CCO. Donc voilà, on est dans deux mondes. On va en reparler après. Si je fais une synthèse, on va bientôt avancer. Sur les cas produits, voilà. Vous voyez, il y avait une valise Vuitton, il y avait des espaces de jeux pour enfants, j'en ai parlé. Ici, c'était ainsi de suite. Sur un produit, un cahier des charges pour avoir vraiment une cible assez loin, un produit, voilà, avec une pieuvre, avec un pilotage de projet. Hein. Si on est sur un service, bon là, on va passer peut-être un peu vite, hein, c'était dans une banque, projet de mobilité, entrée-sortie mobilité dans une banque, on avait un processus. Là. On l'a pas sur les 3 semaines. Là. Voilà. On a un processus qu'on a analysé fonctionnellement, on a défini les fonctions, on a regardé les performances avec un tableau, la performance dans les critères, les tableaux. On a fait des propositions avec un tableau accessibilité et puis enjeu, et on a une amélioration. En service, on ne fonctionne pas. Peut-être des services particuliers, on a fait des projets sur la ville à Nancy, un projet sur la ville, une voiture, on la développe, et puis 1 an après, 2 ans après, on change, ainsi de suite. Projet sur la ville, on est parti sur des plans sur 50 ans, sur une centaine d'années. Il y a eu le projet de la Plastane à Nancy, voilà, dans 100 ans, la Plastane, elle sera toujours Plastane. Donc, on est sur du long terme, avec en arrière-plan des enjeux politiques, des fois de court terme. Donc, c'est assez complexe, hein, mais c'est intéressant. Hein, voilà. Voilà. Donc, projet sur la ville. Voilà. On travaille sur le court terme parce qu'on a un environnement politique qui est moteur, mais les impacts de ce que l'on fait, ça aura un impact sur le très long terme. Sur les cas organisation, bon, on a fait des projets sur la ville, beaucoup à l'hôpital. On avait fait ici, c'était une association, un club de foot, ouais, qui avait voulu qu'on fasse quelque chose. Ici, c'est un produit, si vous voulez, sur une base informatique, c'était développé ça. Ici, c'était sur une maison un peu particulière. Voilà. Donc, on a eu beaucoup de cas. Mais le principe, toujours le même. Une cible, c'est fixer une cible. Le cahier des charges fonctionnelles, il est là pour que les clients puissent rêver, puissent nous dire on voudrait ça, quoi. Hein, donc, le masque. Hein, voilà. Donc sur la méthode, bon, on est passé assez vite, hein, ça demande un peu plus de temps, mais c'était en retenir, c'est que le cœur de l'affaire, c'est l'analyse fonctionnelle. Si on a un produit existant, on peut faire de l'analyse de la valeur du produit existant, et on va comparer ce qui est réalisé par rapport à ce qui était souhaité. Si on fait de la conception pour un co-objectif, on est là pour viser le futur, c'est-à-dire on va essayer de définir les ressources qu'il nous faudra. Donc, on va avancer. Bon, il faut un groupe de travail. Ça, c'est la norme. Concerné, compétent, responsable, disponible. Enfin, le groupe rêvé, quoi, vous voyez. Hein, on n'a jamais ce groupe comme ça. Hein, vous voyez, ouvert au dialogue. Voilà. Tout ça, toutes les compétences, ça, c'est dans la norme. Hein. Ouais. J'ai mis au-dessus, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà, il faut le voir comme ça, quoi. Hein. C'est une compétence collective, quoi, qu'il faut mettre en place. Hein. Voilà. Et, par contre, on va terminer avec ce schéma-là. Si on a un projet, il y a un décideur, il y a un sponsor, un porteur de projet. Dans le projet, on a des ressources, on met en œuvre des activités pour avoir des résultats pour un ou plusieurs clients. Et il y a des acteurs du processus. On connaît bien activité ressources, c'est la productivité. Résultat ressources, c'est l'efficience. Voilà. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, notre affaire d'analyse fonctionnelle? Eh bien, vous voyez, l'analyse fonctionnelle avec le cahier des charges fonctionnelles, il fixe des objectifs de fonctionnement entre le décideur du projet et le client. On fixe des objectifs de fonctionnement. Donc ça, c'est important. Vous voyez, on a une vision qui est au-delà du processus projet. Si on fait de l'analyse de la valeur, est-ce que les résultats sont efficaces par rapport aux objectifs? C'est la question qu'on se pose. Analyse de la valeur du résultat. On a un résultat. Est-ce que les résultats sont efficaces par rapport aux objectifs? Et si on regarde de l'autre côté, est-ce que nos ressources sont pertinentes par rapport aux objectifs? Vous vous rappelez qu'avec la CCO, on a distribué des ressources. Est-ce qu'elles sont pertinentes, ces ressources, par rapport aux objectifs? Et voilà.
Là, on a un peu le schéma global, si vous voulez, où on retrouve un peu les différentes choses qu'on a vues tout à l'heure. Là. Donc là, je vais clore avec deux slides, hein, qu'on ait le temps de poser des questions. L'Association française pour l'analyse de la valeur. Bon, il y a le site ici, afaf.eu. Ici, il y a une certification, voilà. L'AFAV est accréditée par Value for Europe pour délivrer des certifications de différents niveaux. On a des certifications pour les étudiants, avec des professeurs qui seront habilités à délivrer ces certifications, avec une certification eux-mêmes. On a des certifications de niveau 1, 2 et 3 pour les professionnels. Voilà. L'association, c'est une association 1901. Il y a un conseil d'administration, des groupes de travail. On est relié au réseau européen Value for Europe. C'est principalement avec eux qu'on travaille. Voilà. Il y a une stratégie, il y a des partenariats. Voilà. On a un programme de promotion normative qui est quand même assez fort. Ça nous consomme des ressources, donc de l'argent, parce que élaborer des normes, ça coûte de l'argent. On passe beaucoup de temps et d'argent, c'est ça. On a des publications, voilà. On avait une revue, on a un peu changé, voilà. On fait des séminaires, webinaires, afterwork. Voilà. Il y a une réunion mensuelle des adhérents, il y en a une ce mardi prochain. Les missions qu'on a un peu, si vous voulez, globalement, hein, c'est garantir l'état de l'art, favoriser les échanges entre praticiens experts, voilà. Et puis ce qu'on souhaite, c'est avoir un labo méthodo. Voilà, bon, par exemple, je vais vous présenter, hop là, ici, donc on sort un bouquin sur management par la valeur et Lean. Voilà, c'est avoir une vision, vous voyez, c'est pas c'est ma méthode qui est la meilleure, quoi. On a regardé un peu une vision de synergie de deux méthodes. Voilà, il y en a d'autres sur une méthode agile aussi. Là, c'est un peu le corpus normatif. On a des partenaires. Là, c'est un partenaire, je dirais, il y a pas mal de consultants. Hein. Algoïs, c'est un cabinet consultant. On a un partenaire industriel, Airbus. On a quelqu'un qui fait partie du conseil administratif, pas du conseil, du bureau de l'association, qui est Airbus. On a des partenaires comme le CHU de Nancy, voilà. Ici, je vous ai mis un site, c'est chersanté@univ-lorraine.fr. C'est un événement qu'on va faire en Lorraine. Hop là. C'est la sortie du livre qu'on a fait le 10 juin. Vous voyez, c'est dans une semaine exactement. Enfin, avec l'Université de Lorraine, l'IAE, des labos de recherche. C'est assez chercheurs et, je dirais, méthodologistes, avec des politiques, puisqu'on aura des tables rondes avec des politiques qui sont députés français, députés européens. On a le directeur du CHU de Nancy, on a un certain nombre de personnes voilà, de bonne tenue qui vont faire des échanges en table ronde animés. Alors, ce sera retransmis, je crois que c'est sur une chaîne télé. On aura le détail. Si vous faites le site là, vous aurez la connexion aussi. Hein, voilà. Donc ça, dernier slide, ou avant-dernier, le VM au Maroc. Le VM au Maroc, bah, on vient de parler à Tanger. Hicham est quand même quelqu'un qui est très engagé dans l'affaire. Il a des connaissances de base, il a des relais, il a des réseaux. Voilà, donc Hicham, c'est un point important. À Rabat, c'est vrai que pendant 7 ans, j'étais responsable d'un master spécialisé. On travaillait cette approche-là. Il y a des collègues de la FAV qui ont été contactés par des professeurs de Oujda aussi. Hein. Et puis à Agadir, il y a des collègues français qui font des formations. Puis là, je ne cite que les grandes lignes, hein, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, il y a vraiment des envies de faire des choses. L'idée, c'est, moi, à mon avis, je pense qu'on a un potentiel pour faire quelque chose de bien. Voilà, que ce soit l'université, les écoles d'ingénieurs, les entreprises. Hein. Bon, Hicham disait, c'est vrai, je suis allé, c'était plus sur des aspects lignes que je suis allé à l'OCP. Hein. Bon, c'est quand même la grande maison au Maroc. Je suis allé dans les mines à Foucault. Voilà, donc je veux dire, il y a des choses à faire, c'est impressionnant. Hein. Et puis il y a des gens, enfin, moi je suis resté 7 ans avec le master spécialisé, puis j'y retourne régulièrement. Il fait bon travailler avec les Marocains. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment d'un calme et puis
pertinent. Bon, donc, il y a des choses à faire. Il y a des possibilités de certifier un potentiel des étudiants, des professionnels, des enseignants. Voilà. Mettre en place des synergies. Voilà. Peut-être avant de créer l'association, parce que des associations de la MAV, il doit y en avoir au moins, association marocaine d'analyse de la valeur, je pense qu'aujourd'hui, il y en a au moins 2 des associations. Le but, ce n'est pas de créer une association, c'est de la faire vivre. C'est comme un site internet, quoi. Le créer, ce n'est pas difficile. Le problème, c'est de le faire vivre, quoi. Voilà. Et shukran.